Du centre-ville de Grenoble à Bernin, en passant par La Tronche, Mélan ou Saint-Imier, la première circonscription de l'Isère est la plus urbaine du département, la plus aisée aussi. Un territoire dont Olivier Véran est député depuis 2017. Mais dimanche dernier, l'ancien ministre n'est arrivé que second, derrière le candidat du Front populaire, Hugo Prévost. Troisième qualifié, Alexandre Lacroix représente l'alliance entre le Rassemblement national et les partisans d'Éric Ciotti. Ici, le second tour s'annonce donc plus ouvert que jamais. Et pour mener ce second débat consacré à la région de Grenoble, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Théo Hetsch de France Bleu Isère. Bonsoir Théo. Bonsoir. Et avec nous Théo, les 3 candidats qualifiés pour la seule triangulaire des Alpes. Olivier Véran, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance, sortant, élu depuis 2017, ancien ministre également. Hugo Prévost, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le candidat du Nouveau Front populaire, vous appartenez à la France insoumise. Et enfin Alexandre Lacroix, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'alliance entre les Républicains d'Éric Ciotti et le Rassemblement national. Tout à fait. Messieurs, vous avez l'habitude parce que vous étiez sur ce plateau il y a 15 jours. On va donc commencer par le même petit exercice. Vous allez pouvoir chacun à votre tour poser une question à l'un ou l'autre de vos adversaires, à votre choix. Un tirage au sort a eu lieu il y a quelques secondes. Et c'est vous, Alexandre Lacroix, qui allez commencer. À qui s'adresse votre question ? Ma question est toute simple. Et à M. Véran, je ne comprends pas votre présence sur ce plateau puisque vous êtes arrivé deuxième de la grande coalition qui se formait entre Macron et Mélenchon. Donc pourquoi vous vous êtes maintenu alors qu'un candidat de cette coalition était mieux placé que vous ? Alors dans cette circonscription, il y a le mérite de la clarté et du choix donné aux électeurs et je m'en réjouis. D'abord, je veux saluer la participation qui a été exceptionnelle dans cette circonscription, plus de 75%. Je crois que c'est du jamais vu. Et puis, je dis qu'il y a du choix parce que vous n'êtes pas en mesure de gagner, Monsieur Lacroix, pour le Rassemblement national. Vous avez fait 18%, ce qui vous permet de vous maintenir au second tour, et vous êtes légitime pour vous présenter au second tour, mais vous ne dépasserez pas ce score de 18%, et donc vous ne représentez pas une menace pour la circonscription, ce qui nous permet, avec Hugo Prévost, de débattre projet contre projet. Donc je pense que c'est une opportunité que Hugo Prévost à vos yeux. Pour les électeurs. Je vais me permettre de répondre à la suite de la question si vous le souhaitez. Bien sûr. Je combats le projet politique d'Hugo Prévost parce que je combats le projet politique de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, dont j'estime qu'ils sont néfastes pour le pays. Et donc quand je parle d'une chance et d'une opportunité pour les électeurs, c'est que dans cette circonscription, les gens ne se retrouvent pas en situation de devoir voter ou pour LFI ou pour le RN, comme par exemple dans la circonscription voisine de Grenoble. Olivier Véran, le tirage au sort vous a désigné pour poser votre question. Oui. À votre tour. Alors c'est ma 4e campagne législative et comme à chaque campagne législative, j'ai eu l'occasion de m'adresser aux électeurs de la circonscription à travers une profession de foi qui a été envoyée dans toutes les boîtes aux lettres des électeurs, dans laquelle j'ai écrit une lettre moi-même, dans laquelle je parle du territoire, des communes de cette circonscription, je défends mon bilan comme député depuis un certain nombre d'années, je parle des projets, je m'affiche comme étant le candidat ainsi que ma suppléante Cécile Prost, chef d'entreprise à Grenoble. Mes 2 concurrents présents ici ont fait un autre choix puisque la profession de foi qui a été adressée à tous les électeurs, pour M. Prévost, représentait la tête de M. Mélenchon et le programme de la France insoumise, et pour M. Lacroix, la tête de M. Bardella et de M. Ciotti. Le second tour va vous surprendre. Je l'espère, mais ma question c'est pourquoi quand vous vous présentez à une élection, c'est pour être député. Au-delà de siéger à l'Assemblée nationale et de faire éventuellement une majorité, vous auriez la charge de représenter les habitants de ce territoire, d'être à leur rencontre au quotidien. Et donc je trouve que c'est plus respectueux de se présenter pour ce qu'on est, c'est-à-dire un candidat avec ses idées, ses valeurs, et s'adresser aux gens. Ma question, c'est pourquoi est-ce que vous avez fait un choix différent ? Vous avez posé une très bonne question. Ça s'adresse aux deux. Vous changez un peu les règles, mais ok, c'est pas grave. Vous avez fait dans ce point commun. Il n'y en a pas d'autres. Alexandre Lacroix en quelques mots, puis ensuite on entendra... Vous avez posé une excellente question et j'ai effectivement tenu note de ceci. On a eu l'urgence qui a fait que pour le premier tour ça a été compliqué, mais pour le second tour j'ai envoyé une lettre aux électeurs et j'ai fait une profession de foi où je présente mon parcours, ainsi qu'un document que je vais boiter sur les derniers jours de la campagne et une affiche personnalisée. Votre réponse, Hugo Prévost. Pour faire très court également, vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République et votre soutien a organisé ces élections en quelques temps et que nous n'avons pas eu le temps de faire des professions de foi très précises. Pour autant, vous pourrez retrouver mon matériel de campagne dans lequel j'ai parle du territoire, dans lequel j'ai le soutien de Mme Najat Vallaud-Belkacem jusqu'à M. Roussel en passant par Mme Toussaint. Et donc, nous avons affiché tous ces soutiens-là. Et par ailleurs, je suis candidat du programme du Nouveau Front populaire qui est le programme pour tous les Français et pas seulement juste mes idées. Mais M. Prévost, vous êtes candidat du Front
Populaire, je ne vous l'enlève pas, mais encore une fois, c'est la tête de M. Mélenchon qui était sur votre tract, adressée à tous les électeurs de la circonscription. Nous n'avons pas eu le temps de faire l'urgence et vous serez surpris également sur la question du second tour. Il va y avoir plein de surprises dans les boîtes à lettres. Eh oui, bien sûr. Messieurs, pour vous présenter justement aux électeurs... Je crois que Louis Prévost n'a pas posé sa question encore, Théo. Pardon. Je me sens boudé. Allez-y, monsieur Prévost, pardon. Non, mais j'avais une question également, si on parle du territoire. Monsieur Véran, récemment, nous parcourons la circonscription et tous les habitants me parlent de leurs problèmes. Et c'est vrai qu'un problème revient souvent, c'est la question des mobilités. Et on se bat, notamment sur une question de RER métropolitain. J'ai regardé tous les documents qui ont été faits. Et le soutien au RER métropolitain est très large. Tous les industriels de la région, tous les députés, tous les maires, quelle que soit leur ligne politique, sauf un soutien, le vôtre. Et j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous n'aviez pas affiché votre soutien dans les documents de soutien au RER métropolitain. Alors, vous vous trompez. Non seulement j'ai soutenu et je soutiens le RER métropolitain, mais je pense ne pas y être pour rien dans le fait que ce projet puisse se tenir, parce que, ayant été ministre, j'ai pesé de tout mon poids politique en lien avec le président de la métropole, en lien avec les maires de la circonscription, et vous en verrez également qu'il en est question dans ma profession de foi du second tour. Par contre, si vous parlez de mobilité, Monsieur Prévost, peut-être que vous vous êtes rendu compte, en parcourant la circonscription, de la difficulté qu'ont les Isérois à traverser Grenoble. Hier, pour aller de la Tronche à la Porte de France, il m'a fallu 40 minutes à 18h. Donc je crois qu'au-delà de la solution que représente le RER métropolitain, qui est fondamentale, mais écoutez, on peut parfois prendre le bus et le vélo. Parfois, c'est compliqué quand on a des enfants, par exemple. Je n'ai pas encore de tandem pour porter 2 enfants de 11 et 14 ans. Et c'est la situation de beaucoup de familles de Grenoble. Donc, on ne pourra pas se contenter du RER métropolitain, qui est une solution d'avenir et que je soutiens. Mais il faudra aussi que nous parlions des autres mobilités pour tous les habitants de la circonscription que vous voulez. Et on en parlera défendre dans ce débat notamment. Exactement. Pour préciser vos positions, mais vous présenter aux électeurs justement, on va vous demander de vous résumer en une qualité et en un défaut, lesquels vous choisissez. Hugo Prévost, c'est à vous. Pardon. Non, mais la qualité, c'est la clarté du programme, c'est le nouveau Front populaire. Et puis le défaut, je ne sais pas, la nouveauté peut-être ? C'est un défaut, la nouveauté ? Chacun choisira. Olivier Véran, une qualité, un défaut. La détermination, on peut voir comme qualité ou comme défaut, mais qui fait que j'ai jamais rien lâché. En fait, je suis élu depuis 2012. Certes, entre 2015 et 2017, vous étiez le suppléant de la socialiste Geneviève Furazo. Voilà, j'étais vous aviez député à l'Assemblée siégé pendant nationale. 2 ans quand Geneviève Furazo était ministre. Il faut la détermination quand on siège à l'Assemblée. Parfois, on fait face à des lobbies compliqués. Quand j'ai interdit les mannequins trop maigres, par exemple, ça a été très compliqué. Quand j'ai mis en place le Nutri-Score dans la loi, j'ai été battu par mon propre gouvernement de l'époque. Il faut être déterminé, et je crois que c'est une qualité, au fond, pour être parlementaire. Le défaut, c'est peut-être une forme de sensibilité. Et je vais être franc avec vous, c'est compliqué de faire campagne en ce moment. Parce que les gens sont dans la détresse, parce que les gens sont parfois dans la colère, et que quand vous portez vos couleurs et vos valeurs politiques, eh bien parfois, les gens s'adressent à vous avec la possibilité de faire passer des messages. Alors j'en fais plutôt au fond une qualité parce que ça permet d'être à l'écoute. C'est pas vraiment un défaut. Ça permet d'être à l'écoute des gens. Mais il faut être solide en ce moment, dans la période. Et il faudra être solide dans les jours, les semaines et les mois qui vont venir, pour à la fois pour apaiser le débat politique et à la fois continuer avec détermination au service des habitants. Alexandre Lacroix, une qualité et un défaut. Qualité, la fidélité à mes valeurs. C'est-à-dire que voilà, j'ai toujours été d'une droite républicaine de conviction. Quelles que soient les étiquettes que j'ai pu avoir, ça a toujours été l'orientation que j'ai eue. Et les gens, que ce soit chez les LR ou dans d'autres partis, le savent. Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de soutien à ma candidature. Et je pense aussi que c'est l'une des raisons qui m'ont permis de me qualifier au second tour dans une circonscription difficile. Et le défaut, c'est exactement le même, c'est-à-dire la fidélité à mes valeurs, ce qui fait que certains, des fois, on peut se dire, mais Alexandre, il navigue dans tel parti ou tel autre. Non, c'est qu'il y a certains partis, par exemple, pour citer les Républicains, quand je vois que quelqu'un comme le député Neuder, il appelle à voter LFI face à des candidats de la droite classique. Alors, on ne va pas prendre parti sur les autres circonscriptions parce que ça déclenche du temps de parole dans ces circonscriptions-là. Pas de souci, je et comprends nous ne pourrons pas rééquilibrer, donc on ne parlera pas des autres circonscriptions. Vous n'avez pas le soutien des Républicains dans cette circonscription, qu'on soit clair. Bien sûr, j'ai le soutien des Républicains, le président des Républicains, Éric Ciotti, m'accorde son soutien. Non, d'accord. La candidate Nathalie Béranger, ni Nathalie Béranger, républicain, ni même des Grenoblois. Nathalie Béranger appelle à faire barrage à M. Prévost et n'a pas donné d'autres consignes de vote que celle-là. J'ai pour ma part le soutien du maire de Saint-Imier, Henri Bayle, républicain, et qui, au nom des Républicains du territoire, appelle à voter pour moi. C'est pas qu'il avait un quelconque mandat des dans le Républicains vif du débat et dans le vif de vos propositions. Pour ce second tour, on a un petit peu changé les règles. Nous vous avons demandé à chacun de choisir une thématique qui vous est chère afin que les électeurs, vos concitoyens, puissent identifier tout de suite vos priorités. Et c'est avec la vôtre, Alexandre Lacroix, que nous allons commencer. Vous avez souhaité débattre de la montée de l'antisémitisme. Il faut dire qu'il y a quelques jours, dans un rapport de la Commission nationale consultative pour les droits de l'homme, relevait
une hausse de 284% des actes antisémites en France en 2023, notamment après le 7 octobre. 1676 actes recensés. Selon ce rapport, un Français de confession juive sur 30 aurait été victime l'an dernier d'un acte antisémite. Concrètement, que proposez-vous pour éviter cela, pour aider nos concitoyens qui souffrent du simple fait d'être juifs ? Déjà, la clarté. C'est-à-dire qu'alors qu'il y a cette situation extrêmement pénible pour mes compatriotes israélites, je ne fais pas de la tambouille électorale. Je ne vais pas faire des alliances en disant oui, on s'allie avec eux parce qu'il y a moins de risques de gagner, alors qu'il y a des gens de la LFI qui tiennent des propos odieux. Il y a des candidats du Rassemblement national qui ont été vus avec sanctionnés. Une casquette nazie sur la tête. Sont des faits passés qui sont immédiatement sanctionnés. Et vous me permettrez de souligner que cette flambée inadmissible, je veux dire, moi j'ai été éduqué dans le souvenir de mon grand-père qui a été décoré de la Croix de guerre sur le front Rhin et Danube sous les ordres du maréchal de Tassigny. Donc j'ai été éduqué dans quelque chose, dans un rappel de cette période assez compliquée. Et quand je vois qu'aujourd'hui, enfin c'était déjà larvé depuis une dizaine d'années, mais là ça a explosé, les chiffres que vous avez, c'est que pour 2023. Si on compte jusqu'à maintenant, ne sont pas sortis encore. Le CRIF fait part d'une multiplication par 10 des actes antisémites. Donc, le CRIF appelle aussi à faire barrage au RN et à LFI. Écoutez, s'il fait un constat, mais qui hélas, il ne donne pas la bonne solution, c'est assez triste. Moi, je tiens quand même juste à souligner. Donc le CRIF se trompe. Oui, évidemment. Je le dis très clairement. Et mes amis, mes compatriotes israélites que je rencontre, avec qui je parle, qui me disent clairement, il n'y a pas de doute pour le bulletin dans lequel ils mettent dans l'urne. Donc, moi, je vais être très clair. La candidate RN, il faut être stupide. Moi, je parlais de celle qui avait sa casquette nazie sur la tête. C'est d'une stupidité sans nom. La stupidité, c'est de l'antisémitisme. Monsieur, c'est pas des candidats RN qui agressent nos compatriotes aujourd'hui. C'est des militants de la jeune garde qui ont tabassé une personne parce qu'elle était juive et qui faisait le service d'ordre de Rima Hassan. C'est ça qui aujourd'hui agresse nos compatriotes. Ce n'est pas des militants RN qui aient fait des bêtises ou pas. Et un militant RN qui commettrait un acte comme ça serait immédiatement sanctionné. On va laisser Hugo Prévost vous répondre. Oui, je pense que déjà, il faut avoir une pensée pour tous nos compatriotes qui aujourd'hui subissent tous les racismes, et notamment de l'antisémitisme qui monte dans notre pays. Ce n'est en aucun cas tolérable, et il faut effectivement lutter contre toute forme de racisme, et particulièrement l'antisémitisme dans notre pays. Alors pourquoi vous le tolérez dans vos rangs ? Personne ça n'a jamais été toléré dans nos rangs. David Guiraud qui traite un député de Port, un député israélite de Port, c'est quoi ? Regardez, vous êtes en train de confondre deux sujets fondamentalement différents. C'est une question géopolitique. Deuxièmement, la montée de l'antisémitisme. L'antisémitisme, dans notre pays, est vieux, extrêmement vieux. C'est dans notre pays que le roi Saint-Louis a inventé la rouelle, l'ancêtre de la croix jaune. Je ne crois pas que c'est au nom de Saint-Louis que les Juifs se font agresser aujourd'hui. Est-ce qu'on peut laisser peut-être Hugo Prévost vous énerver en 30 secondes. C'est quand même grave. Non, mais pour quelqu'un qui candidate d'un parti qui a été créé par un Waffen-SS, vous feriez mieux de la mettre en veilleuse. Ensuite, c'est des gens d'il y a 50 ans. C'est la République qui a permis l'égalité des droits entre tous nos concitoyens. C'est la laïcité qui permet la paix des religions dans notre pays. Et c'est pour ce programme-là que nous combattons. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre l'antisémitisme et contre tous les racismes ? Ça passe par l'éducation. Ça passe par renforcer le nombre de professeurs dans les classes, qu'on discute de qu'est-ce que c'est la laïcité, qu'est-ce que c'est l'histoire de la laïcité dans notre pays. Pourquoi la loi de 1905 est une loi de paix, une loi de compromis entre toutes les communautés religieuses. Et c'est en ça, je pense ça passe aussi par le fait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste. Est-ce que vous pensez que le Hamas est un mouvement terroriste ? Le Hamas est un mouvement, est une organisation d'extrême droite théocratique. Pardon ? Vous allez me dire l'obscurantisme, c'est d'extrême. Donc, mais alors pourquoi, si c'est une organisation d'extrême droite, beaucoup de vos militants l'adorent, cette organisation ? Donc, ce que je disais, ça passe par l'école et ça passe également par la condamnation de l'ensemble des actes racistes et antisémites, et notamment des candidats qui l'ont fait. Et des propos peut-être ambigus. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, avait parlé d'antisémitisme résiduel. Monsieur Jean-Luc Mélenchon s'est excusé récemment de ces propos-là, et moi je ne considère pas que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays, et monsieur Mélenchon s'est excusé de ces propos. Je vous en prie, Olivier. Merci de me laisser intervenir dans ce débat. Non, l'antisémitisme, le racisme, l'intolérance n'ont pas la place dans la société, bien sûr. Une pensée pour tous les jeunes qui n'osent pas porter la kippa, pour tous les étudiants qui se voient des personnes refuser désormais de s'asseoir à côté d'eux dans les universités, pour les jeunes qui n'arrivent pas à vivre leur religion, ou pour les parents qui sont inquiets, pour les discriminations. C'est atroce, c'est anachronique, c'est stupide. Et
je ne jouerai jamais la carte politique de l'antisémitisme, ni dans un sens, ni dans un autre, c'est-à-dire pour mettre en difficulté des opposants politiques. Néanmoins, je pense qu'il faut un peu de... Il faut un petit peu... C'est un peu léger, ça, monsieur. Je rappelle juste que c'est un thème qui a été proposé par l'un des candidats. Je sais, mais non, mais il a tout à fait le droit de le dire. Je n'ai pas du tout le sens de ma question. C'est-à-dire, je ne suis pas dans l'anathème. Par contre, j'ai besoin de clarté. Et donc, moi, j'ai plutôt des questions à vous poser à l'un et à l'autre sur ce sujet extrêmement grave. D'abord, des questions pour Hugo Prévost. Considérez-vous comme vôtres des paroles qui consisteraient à dire, à quelques heures après le début du massacre terrible du 7 octobre, les attaques en Israël se tiennent alors que depuis plus de 70 ans, un régime d'apartheid violent s'applique contre les Palestiniens? Qu'est-ce qu'il y a faux là-dedans? Est-ce que c'est la première réaction qui vous vient à l'esprit quand vous avez des centaines de personnes qui sont enlevées, quand vous avez des enfants qui sont massacrés, quand vous avez des villages qui sont brûlés? C'est d'abord un mot de compassion qu'il faut avoir et expliquer au maximum l'ensemble. C'est le communiqué de l'Union étudiante dont vous êtes le porte-parole. Dont j'ai été le porte-parole. Est-ce que vous considérez, comme l'autre porte-parole de l'Union étudiante, Eleonore Schmitt, qu'il faut lever les sanctions à l'encontre des étudiants de Sciences Po après une manifestation violente le 26 avril dernier, dont l'enquête diligentée par Sciences Po a révélé que les étudiants avaient bien été victimes d'antisémitisme? Alors, l'enquête... Et considérez-vous qu'il faut lever les sanctions contre les étudiants qui s'en sont rendus coupables? Non, alors, je vais vous dire, l'enquête, elle a été menée 2 fois. La première fois qu'elle a été menée, la direction de l'administration l'a dit au Premier ministre qui est venu, à la direction du ministère de l'Enseignement supérieur et à l'ensemble des syndicats étudiants. Une enquête interne a été menée qui a conclu qu'il n'y avait eu aucun acte antisémite en interne. C'est sur la demande expresse de Matignon qu'il y a eu une deuxième enquête pour incriminer les étudiants. Pour incriminer? Non, une enquête n'est pas faite pour incriminer. Elle est faite pour lever des doutes. Et les doutes ont été levés. Est-ce que vous appelez à lever les sanctions contre les étudiants qui se sont rendus coupables d'actes antisémites dans l'université à Sciences Po Paris? C'est une question simple que je vous pose. Moi, je pense et après, je continuerai mon intervention. Je n'ai pas terminé. J'ai mes questions à poser. Il ne doit y avoir on ne va pas faire non plus tout le débat sur cette question. Mobilisés pour la paix, virgule. Moi, je n'ai pas. Non, mais la clarté, c'est important, pas que sur un plateau télé, si vous voulez. C'est important dans la vie, parce que les étudiants qui se sentent victimes d'antisémitisme, qui n'ont plus personne qui s'assoit à côté d'eux, qui n'ont plus rentré dans la fac, notamment parce que des organisations étudiantes les privent de ces libertés essentielles, je pense qu'on peut en débattre. Pour autant, si vous voulez parler de questions, moi, très bien. Est-ce que vous considérez, comme Emmanuel Macron, que Pétain, le traître à la patrie, est un grand militaire, virgule, que Maurras est un grand écrivain, l'un des théoriciens de l'antisémitisme moderne? Parce que ça, c'est les mots d'Emmanuel Macron. Ni Pétain, ni Maurras ne font partie de ma bibliothèque, en aucun cas et jamais. Jamais. Et je suis toujours clair là-dessus. Vous savez, je suis un grand défenseur de la laïcité. Je termine. Nous sommes d'accord, vous et moi, que ce n'est pas un thème. Non, mais attendez, vous êtes porte-parole d'une organisation étudiante. Vous vous présentez comme telle aux élections. Porte-parole d'un gouvernement dont le président a dit que Pétain était vous n'avez pas répondu. Mais maintenant, je vais interpeller monsieur. Donc, vous appelez à lever des condamnations à l'encontre de ces étudiants qui sont rendus responsables d'actes antisémites contre d'autres étudiants à Sciences Po Paris. D'accord. Donc, vous remettez en question les conclusions de l'enquête de Sciences Po. Votre question, Alexandre Lacroix. La question que j'ai à poser à M. Lacroix, c'est: considérez-vous normal, si Jordan Bardella était à Matignon demain, d'interdire des franco-israéliens d'occuper des fonctions importantes à la tête de l'État sous prétexte qu'ils seraient binationaux? Est-ce que vous considérez... À titre personnel, non. D'accord. Donc vous voulez siéger dans le groupe du Rassemblement national avec Jordan Bardella, qui... Vous appelez à voter LFI, donc vous venez de condamner... Je n'appelle pas à voter LFI, je suis exactement opposé à M. Prévost sur les autres circonscriptions, vous appelez à voter LFI. Monsieur Lacroix, ça veut dire que... Je peux avoir des différences. Je l'ai déjà dit sur la retraite par capitalisation. Il y a des choses, en effet, je trouve que cette polémique n'était pas très maligne. Ma position est claire, mais après... En toute honnêteté, ça concerne une vingtaine de postes ou une trentaine de postes. Donc, monter en épingle... Donc, c'est pas grave. La discrimination, si ça concerne 30 postes, c'est pas grave dans la société. Le message qu'on envoie à 3 millions de nos concitoyens qui n'ont pas la même place que les autres dans la société, c'est grave. Même si c'était pour un poste. Même si c'était pour un seul poste, M. Lacroix. Et vous m'avez répondu. Je pense qu'on a compris vos positions sur le sujet. On va passer au deuxième thème. Encore une fois, je vais souligner... Les propos qu'ont tenus le député Véran, il y en a beaucoup qui sont pertinents, mais en attendant, vous acceptez de faire une alliance, une espèce de coalition électorale. On a compris votre message. On a compris votre message. Vous ne pouvez pas dire que dans cette circonscription-là, il y a une alliance. Les deux candidats sont opposés. Donc, ceci étant acté, on pourrait parler pendant des heures des autres circonscriptions. Mais là, vous vous adressez aux électeurs. Monsieur Prévost, s'il vous plaît, vous vous adressez aux électeurs de la première circonscription. Une question sur la solution concrète. Je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Prévost. Le 6 mars, j'ai voté un texte de loi important qui renforce les sanctions pénales en cas de crimes ou de délits à connotation antisémite ou raciste. C'est la loi du 6 mars. Dans une ambiance électrique à l'Assemblée nationale. Ni le groupe de la France Insoumise,
ni le groupe du Rassemblement national, et vous êtes les 2 seuls groupes du Parlement à ne pas l'avoir voté, ne l'ont voté. Donc c'est bien d'aller sur un plateau de télé pour dire que c'est mal l'antisémitisme et qu'il faut le combattre, ou que c'est mal le racisme, et vous avez raison de le dire, mais c'est bien quand on est parlementaire d'assumer ses positions et de renforcer la loi quand il le faut pour permettre notamment de mettre en garde à vue quelqu'un parce qu'il s'est rendu responsable de crimes racistes ou de délits antisémites. Qui propose l'inéligibilité des élus qui ont été condamnés pour racisme ou antisémitisme. Voilà, pour cette précision, messieurs. Avec beaucoup de talent, et je reconnais bien l'ancien UNEF que vous êtes, mais c'est pas du tout ma question. Ma question, c'est le 6 mars, si vous aviez été député, vous auriez, avec votre groupe, très probablement voté contre le projet de loi qui a été adopté par tous les autres groupes du Parlement dans une unité nationale qui renforce les sanctions en cas de délit à connotation antisémite. L'unité nationale, si tout le monde ne l'a pas voté. Voilà, le message est donc passé. C'est un point commun. Théo, on va donc passer à la deuxième thématique de ce débat. Nous allons nous intéresser à la transition écologique. C'est votre choix, Hugo Prévost. Il faut dire que dans les Alpes, il est 2 fois plus rapide et 2 fois plus prégnant que n'importe où ailleurs en France. Alors, s'il ne fallait retenir qu'une mesure d'urgence, la plus prioritaire de toutes, ce serait laquelle, Hugo Prévost? Laquelle prendriez-vous? Écoutez, la première mesure qui organiserait tout le reste, c'est la question de la règle verte. Il faut s'imposer une règle au niveau constitutionnel. On ne prend pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Et c'est comme ça que nous allons réorganiser l'ensemble de l'appareil de production au niveau de notre pays et l'ensemble de notre rapport à la nature. Parce qu'il faut parler de l'environnement, il faut parler de l'urgence climatique qui arrive. Et cette règle verte, elle nous permettrait de repenser la transition écologique au niveau de notre pays. Cette règle verte, elle vous convainc tous les deux? Moi, je vais être très honnête sur ce sujet. Il y a un projet, il y a un bilan. On sait que le seul moyen... Vous êtes où, du coup? Rien. Entre le projet et le bilan, vous êtes où? J'y viens. On sait que le seul moyen de faire face aux défis climatiques, c'est le nucléaire. Aucune ligne dans votre programme. Et vous, c'est 12 ans de revirement, de reniement entre François Hollande qui signe la fermeture de Fessenheim dans un accord électoral, puis après le président Macron qui dit qu'il faut reculer la place du nucléaire avant finalement de se dire à partir de 2022 qu'il faut la remettre. Donc moi concrètement sur ce sujet, en fait, je suis assez consterné. On sait qu'il n'y a qu'un seul chemin pour pouvoir faire face à cette transition. Comme j'ai dit, c'est le nucléaire. Moi, j'ai une position très claire. Ça sera une position d'un député résolument pro-nucléaire. Et il n'y aura pas les atermoiements qu'il y a pu avoir avec En Marche. Et évidemment, le dogmatisme mêlé d'accords électoraux avec Europe Écologie et Verts qu'on pourra avoir avec M. Prévost. La première mesure pour vous, Olivier Véran, ce serait quoi? D'abord, sur le nucléaire, on est dans la construction de 14 EPR. Bien sûr. Au bout de 2022, le nucléaire, au bout de 10 ans des gouvernements que vous avez soutenus. Après qu'ils aient commencé qu'ils aient bien détricoté une fierté nationale qui est notre industrie nucléaire. Monsieur Lacroix, je crois qu'on vous a bien entendu sur le sujet. Moi, j'ai toujours été très clair sur la ligne nucléaire. On a besoin du nucléaire, mais on n'a pas besoin que du nucléaire. On a besoin du renouvelable. Et là, vous vous opposez systématiquement. Le nucléaire, c'est le camion de pompier. Le renouvelable, c'est des pistolets à eau pour faire face au réchauffement climatique. D'accord. Donc, voilà. Si vous voulez. C'est tout. C'est pas si je veux. C'est un constat factuel. Si on supprime aujourd'hui le renouvelable, c'est-à-dire que si on supprime le solaire, si on supprime l'éolien, comme Mme Le Pen et M. Bardella le proposent, je ne sais plus s'il le propose ou pas, parce que je n'ai pas compris la dernière position. Sur le nucléaire En fait, on va être en dépendance énergétique importante vis-à-vis des voisins qui ont de l'énergie carbonée à nous vendre, c'est-à-dire notamment les voisins russes, par exemple. Donc on a besoin évidemment du renouvelable. Le nucléaire était une garantie d'indépendance nationale. Et pour la planète, c'est important. Mais oui au nucléaire. Si et oui, on avait moins reculé sur le nucléaire, en 2022, on aurait moins de difficultés. Ça ne vous plaît pas, mais ça s'appelle du en même temps. On a besoin de nucléaire. Oui, ça ne plaît à personne. Pour le nucléaire, c'est bon, on a compris. On va revenir sur la question peut-être... énergétique. Ensuite, sur la question climatique en général. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de centrale nucléaire dans la circonscription. Pour moi, c'est un sujet qui est tranché politiquement. On a un objectif chiffré. C'est la neutralité carbone d'ici 2050. On a un autre objectif chiffré, c'est la réduction des gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2035. Pour s'en donner les moyens, on n'a pas fait de la politique. On a confié aux meilleurs ingénieurs de France, il se trouve qu'on en a des très bons, ce qu'on appelle la planification écologique. Donc ces ingénieurs, ils ont découpé toutes les activités humaines, les transports, l'agriculture, le travail, etc., en 50 et quelques tranches, et ils ont dit, voilà, pour y arriver, il va falloir que là on fasse cet effort, là on fasse cet effort. C'est-à-dire qu'on est en train de décarboner l'industrie, on est en train de développer l'agriculture de circuits courts et bio, par exemple, on développe le télétravail. Nous avons pris des décisions qui sont compliquées à faire accepter à nos concitoyens ce qu'on appelle les ZFE à l'entrée des métropoles, c'est compliqué. La fin de la vente des véhicules thermiques neufs en 2032, c'est compliqué. La fin de la mise en location des passoires thermiques, c'est compliqué. Évidemment, la fin des plastiques à usage unique. Mais nous le faisons avec détermination parce qu'il le faut. Et les premiers résultats, et là je pense qu'on pourrait tous s'en réjouir, au-delà de la question des élections, c'est que cette année, nous avons enregistré une baisse des émissions de gaz à effet de serre de 6%, c'est-à-dire que les scientifiques considèrent que ça y est, on est sur les bons rails.
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Et donc on est capable de conjuguer la croissance, le nucléaire, le renouvelable et en même temps la transition énergétique. Il y a un secteur dont vous avez commencé à parler, c'est celui des mobilités, Olivier Véran, avec l'interdiction de la vente de voitures thermiques dès 2035. Neuve, tout à fait. Est-ce qu'il faut maintenir cette interdiction, Hugo Prévost ? Tout d'abord, j'aimerais revenir, parce que moi j'entends très bien que vous targuez d'une détermination sur la question climatique. Vous avez quand même été condamné pour une action climatique. Non, c'était 2018, mais c'est pas grave. Oui, c'est quand même votre gouvernement. Non, c'est 2018 sur la période 2015-2017, mais c'est pas grave. Allez-y, répétez les fake news, on les a Vous aujourd'hui. étiez Vous avez quand pas même parole dans du la- gouvernement, vous avez entendu ça. vous étiez dans les Ça marche sur les réseaux majorités sociaux, mais ça marche pas dans la vraie vie. C'est un rapport de étiez pas dans- 2018 sur la période 2015-2017. D'accord, C'est pas grave. vous n'étiez pas dans une majorité C'était le gouvernement, c'était M. Hollande qui était Et président. donc, vous Oui, étiez dans oui, l'opposition dans cette période. Je n'étais l'entends pas très député, bien. mais c'est pas grave. J'étais médecin hospitalier. Vous étiez suppléant de Geneviève Continuez. Fioraso et qui Continuez. a... Pour continuer, sur la question climatique, incroyable. pour développer au-delà de la question des voitures, et je vais vous y répondre, c'est la chance de faire bifurquer notre économie, cette question climatique. Pourquoi ? Parce que quand nous allons rénover thermiquement l'ensemble des bâtiments, quand nous allons organiser les mobilités douces, et effectivement, il faut empêcher ces ventes de voitures nouvelles, mais il faut également organiser de nouvelles solutions. Je parlais du RER métropolitain tout à l'heure, il faut développer ce qu'on appelle le multimodal, c'est-à-dire le RER, le bus, le vélo, etc., etc. Quand nous allons faire ça, nous allons devoir réindustrialiser notre pays, l'industrie verte. Ça va donner un certain nombre d'emplois, avancer vers les objectifs de plein emploi. Ça tombe bien, notre programme propose le SMIC à 1 600 € pour ces emplois-là. Ça permettra aux gens de mieux consommer. Et quand nous consommons mieux, notamment des prix planchers pour le bio, avec nos agriculteurs qui nous le fourniront, eh bien, nous dopons la consommation populaire, nous permettons à nos citoyens et citoyennes de mieux vivre, et bref, nous enclencherons réellement la bifurcation écologique. Et notre programme, d'ailleurs, a été salué par tout un tas d'instituts, notamment l'Institut Rousseau, qui considère que le programme du Nouveau Front Populaire est le plus ambitieux au niveau de la transition écologique. Et j'aimerais juste dire, mais pour notre circonscription, la question climatique est plus urgente peut-être qu'ailleurs, puisque bien sûr, les Alpes, ça va 2 fois plus vite qu'ailleurs, mais il faut savoir qu'une des 2 nappes phréatiques de Grenoble est déjà polluée au PFAS, c'est-à-dire aux polluants éternels. Voilà. Donc il faut en urgence s'occuper tout azimut de cette question de la transition écologique parce que, au fond, c'est le grand enjeu de notre génération et toute ma génération est prête à s'y investir. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on est en train de vivre et de faire, c'est que, par exemple, la France devient un pays producteur de voitures électriques au-delà de ses propres besoins. Ce qui est intéressant, c'est que d'ici à 2027, on produira 1 million de voitures électriques par an. Et en 2030, ce sera 2 millions de voitures électriques par an, alors qu'on sait qu'on en vend à peu près 1,5 million. Donc ça veut dire qu'on a réussi à enclencher une machine à produire des voitures électriques qui nous évite l'écueil d'acheter des voitures électriques en Chine, donc d'être capable d'avoir un développement économique et créer de l'emploi, tout en continuant ce mouvement. Vous savez qu'il y avait 2% de voitures électriques vendues dans notre pays en 2017, et nous en sommes à 25% désormais par an, à chaque fois que des voitures se vendent. Donc ce mouvement qui a été initié, dont on nous disait qu'il était impensable, impossible, nous continuons de l'amplifier, notamment avec ce qu'on appelle le leasing, la location longue durée pour des voitures électriques à 100 €, parce qu'il faut le rendre accessible aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour casser aussi le dogme de la voiture électrique. Avec la promesse de 100 000... Juste l'intérêt, du coup, je veux revenir sur le Lyon-Turin. Je vais juste revenir, du coup, sur mes... Si vous développez la voiture électrique, vous déplacez la source d'énergie, donc d'où l'intérêt d'avoir une industrie nucléaire puissante et forte pour pouvoir recharger ces voitures électriques. Et on a une industrie nucléaire puissante et forte parce qu'on est pas grâce à vous, exportateur. pas grâce à vous et au gouvernement que vous avez soutenu. Exportateur Oui, d'électricité. je sais bien, parce qu'on a reçu des gouvernements précédents quelque chose de très solide, mais les gouvernements que vous avez soutenus ont détricoté désolé, je sais que votre fonds de commerce, c'est de dire que tout va mal. La France exporte de l'électricité parce qu'on en produit plus qu'on en consomme. À l'exception notable de l'année dernière, où il y avait des tranches de centrales nucléaires en rénovation. Je vois que M. Lacroix se focalise sur la question du nucléaire. C'est 80% du problème. Pour la circonscription et pour notre territoire, il y a quand même une autre source d'énergie qui est davantage capitale, c'est la question de l'hydraulique. D'ailleurs, Grenoble s'est construit sur Nerpic et sur Alstom. Il faut protéger nos barrages et les renforcer. Il ne faut surtout pas, comme certains le proposent, privatiser ces barrages et il faut les conserver comme un bien commun parce qu'elles nous permettent une souveraineté. Il y a plutôt une unanimité contre la privatisation des barrages. La France s'oppose à l'Union européenne sur la question depuis très longtemps. C'est nous qui nous sommes opposés. Et la France insoumise s'est battue et le nouveau Front populaire s'est battu contre la privatisation des barrages. Et nous avons besoin aussi de cette mode d'énergie, ce mode d'énergie-là particulièrement important. Monsieur Prévost, sur la question nucléaire, pardon, parce qu'effectivement, il n'en est pas question du tout dans le programme du nouveau Front populaire. J'ai compris que les sujets vous êtes très en avance dans les temps de parole. Je veux bien vous dire. On a une centrale nucléaire. Alors, c'est pas dans la circonscription, c'est à Saint-Alban-Saint-Maurice. Enfin, on a 3 centrales nucléaires dans la région. Vous êtes très en avance, Olivier Véran. Qu'est-ce qu'on en fait ? Rapidement.
Eh bien, ce que propose le Front populaire, c'est d'abord de faire quelque chose dont votre gouvernement n'a pas l'habitude, c'est un grand débat parlementaire. Alors, nous ne ferons pas de 49.3, mais effectivement, nous ferons un débat parlementaire dans lequel le nouveau Front populaire ne sera pas forcément d'accord. La France insoumise et les écologistes proposent de sortir du nucléaire. Donc on ferme la centrale. Non. Ne caricaturez pas mes propos. Je veux dire quoi sortir. Ce que nous proposons pour certains, c'est d'investir massivement dans la recherche publique vers les énergies renouvelables pour nous permettre un mix énergétique et nous permettre de sortir du nucléaire. Ce que proposent d'autres, c'est conserver le nucléaire. Nous aurons un grand débat démocratique et ce débat au Parlement tranchera si nous conservons ou non le nucléaire. Donc on peut sortir du nucléaire selon vous et fermer les centrales. Il faut s'organiser. C'est quoi votre position à vous? Mais ma position, vous vous présentez pour être dire, député, il va falloir décider demain là, dans l'hémicycle. C'est quoi votre position? C'est d'investir dans... Pas la nôtre, la vôtre. La vôtre, celle de moi, je vous, présente candidat pas pour seulement être mon député de joli la sourire, mais circonscription. ma petite personne, je présente un programme. Mais non, mais vous avez des idées quand vous présentez devant les Français. Moi, mes idées, c'est d'investir massivement dans la recherche publique pour nous permettre à terme de sortir du nucléaire. Mais si nous avons les capacités industrielles et énergétiques de sortir du nucléaire, oui, il faudra fermer les centrales. Pour autant, il faudra permettre la requalification des emplois. Voilà une réponse la centrale. Qui est claire. Mais non, mais je ne vous demande pas le programme du Front populaire. Vous savez très bien que c'est une hydre à 5 têtes qui n'existe plus le 8 juillet. Avec il n'y a plus de Front populaire avec moi, du 8 vous savez juillet. ce que vous avez acheté, le programme du Front populaire. Vous, on ne sait pas si vous êtes le candidat de M. Attal, votre propre candidat, ou avoir un programme qui tient sur l'espace d'imposition. Mais du coup, je ne me cache pas derrière un programme, en fait, pour ne pas répondre aux questions. Vous vous cachez derrière un programme. Moi, je vous demande ce que vous en pensez. Voilà pour ce débat autour de l'énergie, messieurs. On va avancer un petit peu dur. Dans cette émission avec cette troisième thématique qui est donc la vôtre. En toute logique, Olivier Véran, vous avez choisi de mettre l'accent sur la santé à l'automne 2021. Alors que vous étiez justement ministre de la Santé, vous annonciez un plan de 1,6 milliard d'euros pour les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, des reprises de dettes pour alléger le fardeau financier des hôpitaux et leur redonner des capacités d'investissement. À Grenoble, 86 millions pour la construction d'un nouveau bâtiment. Une enveloppe de travaux qui est montée jusqu'à 300 millions récemment. 500. Pardon ? 530. Sur le site de l'hôpital, c'était 300, mais voilà. À ces mesures s'en ajouteraient d'autres destinées au personnel de santé, des revalorisations salariales dans le cadre du Ségur de la santé. Avec le recul, est-ce que tout cela était suffisant ? En tout cas, c'était nécessaire. Pourquoi j'ai voulu qu'on parle de la santé ? Parce qu'on en parle très peu dans cette campagne, alors que, année après année, c'est sur le podium des thématiques abordées par les Français. Et dans tout, alors certes, je suis médecin et les gens m'en parlent beaucoup, mais c'est le sujet de prédilection des Français. Pourquoi ? Parce qu'on manque de médecins. On manque de médecins parce que pendant 40 ans, on a arrêté d'en former. Quand j'ai fait le concours de médecine en 98, on était 3500 formés par an en France. En 2017, nous avons supprimé cet outil idiot qui empêchait de former des médecins en France, le numerus clausus. Et cette année, c'est plus de 11 000 médecins qui sont en formation. Alors, il faut du temps pour former un médecin, j'en sais quelque chose. C'est 8 à 10 Donc, ans. il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a fait ? D'abord, ministre, j'ai multiplié par 100 les téléconsultations. Je note au passage que j'ai vu une pharmacienne hier dans le quartier de l'Abbaye qui voulait installer une cabine de téléconsultation pour les habitants du quartier de l'Abbaye dans un local désaffecté de la mairie de Grenoble qui, depuis plusieurs années, j'avais moi-même interpellé le maire de Grenoble qui a répondu « c'est pas un problème municipal ». Je pense que sur ce sujet, il faut qu'on mette de côté les idéologies et les étiquettes politiques et qu'on trouve des solutions pour les habitants. Ensuite, il fallait rendre plus attractifs les métiers et nous avons eu un accord syndical, même signé par Force ouvrière, la CFDT et l'UNSA, pour augmenter de plusieurs centaines d'euros, non pas que les médecins ou les infirmières, mais les 2 millions de travailleurs dans les hôpitaux, 85% d'entre eux sont des femmes. Et donc, il faut qu'on continue de trouver des solutions. Les nouveaux médecins formés vont bientôt arriver. Les infirmières sont en nombre plus important dans les écoles de formation. Il nous faut tenir et proposer des solutions, comme par exemple, et j'en terminerai, je suis désolé, l'autorisation que j'ai obtenue pour des pharmaciens de prescrire des antibiotiques en cas de cystite, par exemple, ou en cas d'angine, c'est-à-dire à être capable de faire évoluer notre système de santé pour répondre à cet impératif pour les Grenoblois et les Isérois. Alexandre Lacroix, il y a des urgences à régler dès cet été. On a par exemple cette semaine les hôpitaux du Nord-Isère, alors c'est pas cette circonscription, mais les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu notamment, où les urgences adultes vont fermer la nuit. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais rebondir encore une fois sur Olivier Véran, qui nous fait un très joli discours montrant qu'il a été actif, qu'il était aux premières loges. Et c'est vrai, il a été ministre de la Santé, c'est sa spécialité. Mais alors, encore une fois, parler du bilan, peut-être parler de vos propositions. Ah non, je suis désolé. Il faut, si on ne parle pas du bilan, et évidemment qu'il y a des propositions de défendre. Vous voyez, juste ce débat avant, je défendais le service public de l'énergie et notamment les centrales nucléaires. Là, je défends en effet l'hôpital public. Pourtant, je suis quelqu'un d'une sensibilité libérale, mais pendant très longtemps, l'hôpital public, c'était une force de la France, c'était un modèle. Monsieur Véran a été aux responsabilités. Moi, je peux vous raconter une petite histoire. J'ai passé le bac en 2007 et je suis allé en droit. Beaucoup de mes amis ont fait médecine. Donc, ils sont rentrés. Au moment où vous êtes devenu du coup député de Mme Fiorouzot, ils ont commencé leur externat. En 2007, j'étais encore loin. J'étais aide-soignant en EHPAD, je crois. En 2012. C'est-à-dire quand ils ont commencé leur externat. Donc, j'ai des gens, et des gens travailleurs, bosseurs, sérieux, qui sont dans l'hôpital public depuis une dizaine d'années, pendant vos gouvernements.
Ils me disent la situation est lamentable. Vous avez multiplié Non, excusez-moi, si on ne fixe pas, je suis désolé si on ne parle pas du bilan, après, voilà, chacun arrive. Le temps file, et c'est bien d'avoir des propositions, mais allez-y. Non, mais vous avez multiplié les soins ambulatoires au détriment des lits d'hôpitaux. Ils sont débordés. Dans votre circonscription, dans votre CHU, les urgences sont saturées. Vous parlez être un homme de terrain. Il y a eu la fermeture pendant le Covid du centre médecin qui était ouvert 7 jours sur 7, cours Jean Jaurès. Vous parlez d'être un homme de terrain. C'est pas exactement notre circonscription, c'est 100 mètres à côté. Il y a eu le rachat de la clinique mutualiste par le groupe AVEC, alors que l'ARS était informé qu'il y avait de graves dysfonctionnements. Donc, je suis désolé, on me dit qu'il faut parler programme. Monsieur Véran a un bilan. Si on n'explique pas, parce qu'il fait de très belles formulations, que quand même, malgré sa bonne volonté... Il faut que je lui réponde. Rapidement, mais il faut que je réponde. En 30 secondes, vous avez parce que vous avez vraiment entendu votre prévôt également, et parce que vous êtes très en avance sur Olivier Véran encore sur les temps de C'est pas du tout parole. une décision d'État, c'est une fermeture qui n'a strictement rien à voir avec une décision. Croyez-moi, j'ai bien regretté. J'ai été moi-même patient là-bas. Ensuite, sur la mutualiste, je me suis opposé de toutes mes forces au rachat. Oui, ça s'appelle. Vous étiez ministre de la Santé, pardon, quand même. vous dites il y a 2 secondes que vous êtes libéral, en fait. Quand vous avez une structure qui décide, avec un contrat privé, de se vendre à une autre structure avec un contrat privé, en fait, l'État, à moins de faire une spoliation, c'est un peu compliqué, monsieur Lacroix. Et croyez-moi, je suis du côté de ceux qui travaillent à la mutualiste pour plein de raisons. C'est un établissement qui est un véritable joyau et je me bats sans relâche pour qu'on trouve un repreneur rapidement, pour qu'il y ait un statut public pour cette structure ou associatif. Hugo Prévôt, vos propositions, notamment dès cet été, c'est une conférence de sauvetage de l'hôpital public. Oui. Ça ne fait pas une action, cette conférence? Si, alors dans l'urgence, vous aurez vu que le problème du nouveau Front populaire s'organise en réponse de l'urgence sociale et puis loi un peu plus longue sur l'année suivante. Dans l'urgence, c'est l'augmentation du point d'indice pour l'ensemble des fonctionnaires, et notamment dans la santé, de 10%. C'est également discuter avec l'ensemble des syndicats sur les conditions de travail dans l'hôpital et sur les niveaux de salaire, permettant à tous ceux et ceux qui sont sortis de l'hôpital parce que les conditions de travail étaient trop dures, de permettre d'y revenir. Ensuite, Y compris pour les médecins hospitaliers? Oui. Oui? Oui. D'accord. Non, parce que vous savez qu'avec la réforme fiscale que vous proposez, un PH hospitalier en moyenne payera 800 € de plus d'impôts par mois. En termes de pouvoir d'achat, il va falloir quand même beaucoup augmenter pour compenser. Non, mais c'est entre parenthèses. Mais parce que vous considérez qu'ils font partie des très riches. attendez, si vous voulez qu'on aille là-dessus, hier... C'est sur votre site, hein? Oui, mais bien sûr. D'accord. Par ailleurs, hier, j'ai fait une réunion publique sur la santé où j'ai pu discuter avec un certain nombre de PUPH, de professionnels du soin qui m'expliquaient leur quotidien. Ce que je sais surtout, c'est que ceux qui travaillent à l'hôpital, ils y travaillent pour l'intérêt du service public chevillé au corps. Un docteur m'expliquait que ça faisait 15 ans qu'il était à la retraite et que ça fait 5 ans qu'il est retourné à l'hôpital parce que même s'il y est mal payé, eh bien, il est là pour aider ses collègues et pour les soignants. Non, mais je remets pas ça en question. Je vous parle, vous dites augmenter le pouvoir d'achat des médecins hospitaliers, mais en fait, vous allez leur prendre 800 € par mois. Donc je cherche la logique. L'augmentation... Attendez, je vous réponds là-dessus dans 30 secondes, mais laissez-moi finir. Deuxièmement, effectivement, on a une pénurie de médecins. Donc, il faut absolument développer le nombre de facs de médecine partout sur le territoire. Donc, il faut créer, et ça va avec l'abrogation de Parcoursup, l'augmentation du nombre de facs partout dans le pays, particulièrement en médecine, permettant aux étudiants d'accéder à médecine proche de chez eux, s'installer proche de chez eux, et donc de retrouver un certain nombre de médecins de ville dans des maisons de santé, dans des cabinets libéraux, etc. etc. C'est une solution à long terme. Ce sera oui, du coup bien sûr, mais parce qu'il faut jouer le court terme et le long terme, effectivement. Donc, repermettre à un certain nombre de personnes de revenir dans l'hôpital et dans le système de la santé parce qu'on aura amélioré les conditions de travail. Deuxièmement, sur le long terme, effectivement, il faut augmenter le nombre de médecins, ce que je disais, et puis réinvestir, remettre des bras, des lits, comme demandent les différents syndicats, et puis on pourra rentrer un certain nombre de détails sur ces éléments, mais en tout cas, c'est ça que va guider le programme du Front populaire. Pourquoi ? Parce que nous ne tolérons pas la politique qui a été mise en place dans nos différents services publics, qui consiste à voir ces services publics, à y injecter la logique managériale et d'entreprise, à voir nos patients comme des clients, à voir les soins comme des marchandises. Nous voulons rompre avec cette logique-là qui gouverne dans l'hôpital public depuis des années pour recréer un grand service public du soin et de la santé. C'est que des slogans en fait que vous faites là, pardon. Moi, j'ai fait le Ségur de la Santé. J'ai 10 milliards d'euros de hausse de salaire pour 2 millions de soignants. 85% des femmes, encore une fois. J'ai fait augmenter le salaire, y compris l'électricien, de la secrétaire médicale. Pas du tout, monsieur Prévôt. Et c'est pas mon discours. Et je vous ai dit que si c'était pas suffisant, c'était nécessaire de le faire. C'est le plus gros écart de rémunération entre hommes et femmes dans l'histoire de notre pays. Ça a été voté très largement. On peut quand même en être fier et peut-être nous en créditer un petit bout, monsieur Prévôt. Très en avance. Alexandre Lacroix, quand on parle de la santé, on pense évidemment à l'hôpital public. On pense aussi aux communes, parfois même
même urbaines, qui de plus en plus sont considérées comme des déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour la médecine de ville, pour développer cette médecine de ville, permettre simplement aux gens d'avoir un rendez-vous chez le généraliste, chez le dentiste ou chez l'ophtalmo? Moi, déjà, je vais abonder dans votre constat. Pour une anecdote personnelle, l'autre fois, j'ai eu un problème de dents, donc on m'a prescrit l'antibiotique de base, monsieur Véran connaît bien, de l'amoxicilline. Et avec la secrétaire médicale de mon dentiste, on a dû faire le tour par vocal, par téléphone des pharmacies pour essayer d'en trouver une où il en restait une boîte. C'est partie des médicaments en rupture. Exactement. Et pourtant, c'est un antibiotique. Qu'est-ce qu'on fait? Vous permettez? Oui, alors, vous posez très bien les constats, mais j'aimerais bien entendre vos des propositions. constats pertinents. Notre pays, le système de santé, en effet, est en train de se dégrader. La médecine de ville, comme vous le dites, sont des éléments bien sûr importants. Moi, ma vision de l'hôpital public, qui est quand même le principal sujet, le principal facteur, c'est il faut arrêter cette logique de vouloir se dire on va faire des coûts en supprimant des lits pour favoriser les soins ambulatoires et surtout s'attaquer aux frais administratifs de nos hôpitaux et de notre système public de santé. Il y a des bonnes choses, je dois le reconnaître, qui ont été faites concernant le numerus clausus, mais ça a été très tardif et surtout ça prendra du temps. Donc il y a quelque chose, clairement, il faut mettre un focus sur notre système de santé, il faut changer la logique qui régit l'hôpital public. Alors vous répondez sur l'hôpital public, j'entends. La question portée sur la médecine de ville. La médecine de ville, il faut favoriser évidemment l'installation de médecins et qu'il n'y ait aucun désert médical. Comment on fait? Est-ce qu'on les contraint à s'installer, Hugo Prévost, les médecins, les jeunes médecins, dans les zones de déserts médicaux, sachant qu'aujourd'hui, rien qu'en Isère, 4 communes sur 5 sont considérées comme des déserts médicaux? Il faut réorganiser le fait que nous ayons des médecins de ville de partout. Donc à la fois, il faut comprendre que le médecin de campagne traditionnel, quelque part, c'est fini. Les gens ont envie d'avoir une vie à côté, donc il faut organiser des maisons de santé, avoir plus de médecins et organiser effectivement l'installation des médecins sur le territoire. Alors sur l'obligation, nous on pense qu'on peut aller chercher par exemple au niveau de ce qui se fait au niveau des pharmacies. Aujourd'hui, vous n'ouvrez pas une pharmacie comme vous voulez sur le territoire. L'ordre organise le fait qu'il y a un maillage territorial et donc nous allons discuter avec l'ordre des médecins et les différents syndicats pour le faire. J'aimerais juste faire une petite... Ça s'appelle répartir la misère quand on est en pénurie en fait. Non, mais je viens de dire que nous voulons c'est arroser le sable. Et sur l'obligation d'installation des médecins, parce que vous avez parlé des pharmaciens. Oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Non, pardon, c'était un exemple pour dire voici comment est-ce que nous voulons nous procéder. On va s'inspirer de ce qui est fait en pharmacie pour organiser en médecine en formant beaucoup plus de médecins. J'aimerais faire une incise sur ce qui a été dit sur la question des médecins, parce sur l'urgence et sur les médicaments, on n'en a pas parlé. Savez-vous qu'aujourd'hui, la plus grande industrie pharmaceutique française, qui est Biogarant, est menacée d'être vendue pas aux Chinois ou aux Anglais. C'est Biogarant qui produit 8 sur 10 des médicaments génériques en France. Si le nouveau Front populaire est au pouvoir, nous ferons un décret Montebourg dans la seconde pour empêcher cette vente et garder une industrie pharmaceutique française pour ne pas se retrouver à court de médicaments en France, parce que c'est aussi un sujet. Et voici si on parle d'urgence. J'ai signé moi-même et j'ai eu l'opportunité de le faire comme ministre. L'implantation, la réimplantation d'entreprises qui fabriquent des médicaments, y compris sur le territoire isérois, et notamment pour fabriquer demain de l'augmentin ou du paracétamol. Après, il faut savoir que c'est compliqué, M. Prévost, parce qu'une usine qui fabrique des médicaments, c'est une usine pétrochimique classée Seveso. Donc tout le monde veut qu'on fabrique des médicaments en France, mais personne n'a envie d'avoir une usine Seveso chez soi. L'heure est maintenant à la conclusion de cette émission, Théo. Exactement, la conclusion. Nous arrivons donc... À la fin de cette émission, on va vous donner 45 secondes chacun pour que vous puissiez vous adresser directement aux électeurs. Hugo Prévost, c'est à vous. La caméra se trouve juste derrière moi avec la marque noire. Dimanche prochain, nous aurons collectivement un choix à faire entre 3 projets. Un projet raciste du Rassemblement national qui vise à trier les gens en fonction de leur couleur de peau. Un projet du camp majoritaire de la Macronie, qui consiste à augmenter les inégalités et faire marche-pied à cette extrême droite, et celui du Nouvel Espoir, qui est celui du Front populaire, duquel j'ai l'honneur d'être le candidat, et le candidat qui est arrivé en tête lors du premier tour. Je suis candidat parce qu'enfant du territoire, je suis imbibé de ces valeurs qui sont l'humanisme et la résistance. C'est ce député que je souhaite être, ce député humaniste et résistant face à l'extrême droite. Alors, dimanche prochain, je vous invite toutes et tous à voter pour le Front populaire et nous permettre d'incarner une majorité dans ce pays. Merci beaucoup, Hugo Prévost. Olivier Véran, c'est à vous sur la caméra de droite. Je fais de la politique parce que j'aime les gens. Et je crois qu'il faut aimer profondément les gens pour faire de la politique, même quand c'est difficile. La période que nous traversons, elle est difficile. Et j'entends les colères, j'entends les gens qui s'expriment dans la rue ou à travers les urnes. Ce que je veux vous dire, c'est la conviction que j'ai que nous sommes plus forts que les dangers que nous rencontrons aujourd'hui. Nous l'avons tous montré pendant la période du Covid, où nous n'avons pas lâché, nous avons été solidaires. Nous avons sur cette magnifique circonscription de quoi être heureux, de quoi avoir de l'emploi, de quoi développer les énergies de demain, les transports.
De quoi développer la recherche, l'innovation, portée par le CEA, par le CHU, par InnoValley. Je suis très fier d'être député de cette circonscription. Je crois que vous êtes peut-être plusieurs milliers dans ce territoire à avoir mon téléphone et savoir m'appeler depuis un certain nombre d'années lorsque vous avez besoin d'un logement, d'un emploi, de papier, d'un médecin, parfois, ça arrive. Je crois que la proximité avec les habitants est une qualité quand on peut être député, et je serai un député de proximité. Alexandre Lacroix, c'est à vous les derniers mots de ce débat. Eh bien, écoutez, moi, dans cette sorte de primaire de la gauche iséroise, puisque deux candidats de la grande coalition Macron-Mélenchon se font face, je me suis inséré donc dans ce second tour et j'entends représenter mes convictions, mes valeurs et celles de très nombreux électeurs, de très nombreux artisans, chefs d'entreprise, habitants, citoyens de cette circonscription, à savoir celle d'une droite républicaine et libérale qui est ouverte à tous, qui veut apporter une réforme profonde de notre pays et j'entends jusqu'au bout incarner cette alternance, à savoir qu'entre l'extrême gauche totalitaire et la gauche esthéticienne, il existe bien la voie de la droite libérale et républicaine qui est représentée dimanche par ma candidature, celle d'Alexandre Lacroix. Merci beaucoup Alexandre Lacroix, merci à vous messieurs d'avoir participé à ce débat très animé, très riche. Le débat est terminé, désolé Olivier Véran. C'est le deuxième tour, on ne parle plus le bordel. Le débat est terminé Olivier Véran, merci donc à vous tous, merci à vous de nous avoir suivis, merci à toi Théo d'avoir été à nos côtés. On se retrouve dimanche sur France Bleu Isère et sur France 3 Alpes pour nos grandes soirées électorales. Tous les résultats et toutes les analyses au plus près de chez vous, c'est à partir de 19h50 chez toi Ouais, 20h tout à fait. 20h, 19h50 sur France 3. Passez tous une très belle fin de semaine, à bientôt.